Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Aujourd'hui, nous parlons d'aide humanitaire au sens très large avec nos deux invités qui sont partis à plusieurs reprises apporter leur aide à des populations victimes de catastrophes naturelles, mais aussi dans d'autres situations. Félicia Vogelweit est bénévole pour la protection civile. Elle revient notamment de Mayotte et de l'île de la Réunion, où elle a prêté main forte aux populations touchées par des cyclones dévastateurs. À ses côtés, Pascal Dussaucy, bénévole pour Électriciens sans frontières, revient lui aussi de Mayotte. On parle bien sûr d'électricité avec lui, mais aussi et surtout de solidarité et de reconstruction. Deux parcours, un même fil conducteur, l'engagement. On en parle pendant 26 minutes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors, vous revenez tous les deux de Mayotte, après le passage du cyclone Chido. Félicia, vous êtes également intervenue à La Réunion récemment, après le cyclone Garance. Comment ça se passe? Comment on est engagé sur une mission? Est-ce qu'on se propose? On lève la main? Comment ça se passe du côté de la protection civile, en tout cas pour vous, Félicia? Bonjour, merci de m'inviter sur le plateau. Donc, je fais partie de la protection civile, ça va faire 8 ans. Je suis bénévole, donc mon antenne est à Nould. Donc je suis très volontaire pour tout ce qui est des missions. Donc là, dernièrement, je suis partie à Mayotte pour 1 mois. C'est vous qui vous êtes porté volontaire? Comment ça se passe? Est-ce qu'on vous a contacté? Comment... En fait, il y a une sélection, donc c'est Paris qui a sélectionné. Donc voilà, donc après, j'ai été prise. Donc je suis partie volontaire là-bas. 1 mois pour Mayotte, aider, c'est 1 ça? mois, c'est ça. Et pour moi, c'est important d'aider mon prochain, en fait. Effectivement, Mayotte, c'est loin, mais je pense qu'on ne compte pas les heures pour y aller, pour aider justement. Surtout pour aider, c'est ça. Voilà, c'est ça. De votre côté, Pascal, on va revenir sur la protection civile juste après, mais de votre côté, comment ça s'est passé? Comment ça se passe en tous les cas quand on est engagé sur une mission de ce type? Voilà. Est-ce que c'est la personne qui est disponible? Comment ça fonctionne? Alors, on a un calendrier où chaque bénévole, puisqu'on est 1200 bénévoles à peu près, on a un calendrier sur lequel on met nos disponibilités et il y a quelques personnes qui vont piocher dans ce vivier de disponibilité et on est convoqué en fonction de ses capacités techniques, de ce qu'on va rencontrer en face. Et moi, en l'occurrence, comme j'avais été une douzaine d'années délégué régional de ma région, ils recherchaient pour une première mission des gens plutôt qui s'engageaient sur le terrain, plus que des gens qui montaient des installations électriques. Il fallait déjà prendre contact avec tous les gens qui nous invitaient. On était quand même invités par Électricité de Mayotte et puis des associations qui nous attendaient pour remettre en état leur installation. Quand vous arrivez sur place à Mayotte, dans quel état d'esprit vous êtes? C'est difficile, on arrive dans une situation qui est extrêmement compliquée. C'est pas la première mission, donc c'est après sous le soleil tout est beaucoup plus joli, hein, voilà. Mais on arrive détendu, enfin bon, on sait ce qu'on a à faire, on est surtout, on a prévu l'accueil, on sait où on va pour un coup. Enfin, parce que c'est jamais le cas, mais Mayotte, on savait où on allait dormir, on savait où on allait être logé. On nous prenait en charge à l'aéroport, c'est du pain béni pour nous quand même. C'est relativement facile, quoi. Félicia, de votre côté, Mayotte, c'est la première mission de ce type que vous faites en tant que bénévole pour la protection civile. Quand vous arrivez sur place, est-ce que vous savez à quoi vous allez vous attendre? Bon, on est prêt quand même psychologiquement. Bon, c'est pas donné à tout le monde. On est pris en charge dès qu'on arrive à l'aéroport. Nous avons été logés en fait dans un grand hangar. On était une 50aine de bénévoles, un peu de partout. Et donc après, on a eu les consignes pour justement aller aider les personnes en situation. Psychologiquement, il faut être prêt. Est-ce qu'il y a une préparation en amont, ici, que ce soit dans les Vosges ou ailleurs? Est-ce qu'il y a une préparation qu'on vous donne en amont? Non, pas spécialement, mais après, je pense que ceux qui y vont, c'est ceux qui sont... Ceux qui sont prêts, armés pour. Armés. On se prépare donc pas spécifiquement à cette mission. Voilà, on part avec l'objectif d'aider. Et sur place, qu'est-ce qu'on fait? Quelles ont été vos missions en tous les cas? En fait, je pense que c'est les personnes qui nous donnent la force, le sourire, parce qu'effectivement, moi, j'étais un petit peu stressée sur le moment, mais après, je me suis vite mis dans la situation. Donc, on était là pour aider. Donc, il y a eu tout ce qui est transport palette, donc au niveau nourriture, eau,
les dispensaires pour aider justement pour savoir où est-ce qu'on allait les amener, s'il faut les amener en hôpital ou s'il y a des soins, etc. Tronçonnage aussi, parce qu'il y avait pas mal aussi à déblayer, donc j'en ai fait partie aussi. J'ai fait toutes les tâches. Faut être vraiment multitâche. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'aime. De votre côté, Pascal, vous avez une mission bien précise forcément, puisque c'est en rapport avec l'électricité forcément. Oui. À Mayotte spécifiquement, puisqu'on s'intéresse pour l'instant à Mayotte. Spécifiquement, on est arrivé et il y avait 3 tonnes de matériel qui nous attendaient. Donc du câble, des groupes électrogènes, des lampes, voilà, tout le matériel qu'on a besoin pour réalimenter très rapidement. Donc on a très vite sorti les groupes électrogènes, on en a mis en place, on en a prêté pas mal à Électricité de Mayotte. On a fait de l'audit sur des bâtiments, voilà. On a fait aussi la distribution de lampes, on a distribué un gros millier de lampes solaires aux personnes les plus défavorisées. Donc il fallait aller prendre contact avec les CCAS de chaque village et puis voir avec eux à qui on pouvait distribuer ce matériel. Et puis, sur les collectivités, remettre en électricité des bâtiments. Voilà, on a travaillé notamment pour Mêlée, qui s'occupe d'enfants en réinsertion. Donc, on arrive sur des centres d'éducation renforcée ou des choses comme ça, où il faut remettre tout de suite un petit peu de confort dans les bâtiments, quoi. Sur place, est-ce qu'il y a une coordination, une collaboration entre les différents organismes, typiquement la Protection civile, Électriciens sans frontières? Alors nous, la collaboration, elle s'est faite immédiatement avec Électricité de Mayotte. Elle s'est faite vraiment tout à fait naturellement parce que dans mon équipe, il y avait un de mes coéquipiers qui était un ancien collègue du directeur de Mayotte. Donc tout de suite... Ça facilite les échanges. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à perdre de temps, ça marche tout de suite, quoi. Donc c'est ça on est dans l'efficacité, quoi. C'est ça qui est intéressant. Il faut aller au plus urgent. On est dans une situation urgente, rappelons-le, à ce moment-là. Donc, mais on pousse son petit caillou, hein, parce que de l'urgence, il y en a tellement partout que qu'est-ce qu'on représente, voilà, c'est une petite pierre à l'édifice. Hein, mais c'est la petite pierre à l'édifice qu'il faut aussi pour avancer. Il y a forcément des moments qui, humainement, marquent lors de ces missions. Félicia, est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué plus que d'autres, à Mayotte ou à La Réunion après quand vous avez enchaîné les deux? En tout cas, la température était très très chaude. Il fallait s'adapter parce qu'il y avait plus de 40 degrés là-bas. Ouais. Et puis au niveau nourriture, c'était des rations base militaire, donc pas facile quand on n'a pas l'habitude. Et avec la population, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on crée aussi, parce qu'il y a aussi de l'aide apportée peut-être directement à la population, forcément? Oui, il y a un lien, effectivement, on s'y attache aussi. Donc, effectivement, moi, je ne voulais plus partir, j'étais bien là-bas, même si ce n'était pas toujours évident la situation. Mais... On voit des images, hein, justement, de Mayotte. Alors, vous ne les voyez pas, je les vois dans mon écran, vous allez peut-être les voir dans quelques instants. Voilà, c'est forcément des moments qui sont marquants. Alors, Pascal, vous en avez fait beaucoup, des voyages pour... à la fois aider, mais à la fois aussi reconstruire, parce que Électriciens sans frontières, on va le voir dans quelques instants, ce n'est pas que les situations d'urgence, et c'est loin d'être que ça d'ailleurs. Mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage dans quelques instants, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'importance peut-être des organismes comme les vôtres, hein, pour venir en aide à la population, même si, on va le voir, se mobiliser quand on est dans les Vosges, c'est possible. On regarde un reportage, c'était un soutien pour le peuple marocain, et on en reparle juste après. Agir, même de loin. Après le violent séisme qui a touché le Maroc, associations et mairies s'organisent pour des collectes, comme ici, dans ce gymnase de Remiremont. En tant que citoyen du monde globalement, effectivement, toutes nos pensées au Maroc, à toutes ces familles qui sont endeuillées. Et c'est vrai que spontanément, dès ce week-end, la communauté marocaine s'est beaucoup mobilisée ici dans les Vosges. Quand on voit les images, on est tous affectés, touchés. Et c'est pour ça qu'on se donne les moyens de pouvoir envoyer le maximum. Donc que ce soit des affaires, du soutien. Il y a une cagnotte aussi qui a été mise en place. Vêtements, couvertures, produits d'hygiène, trousses de premiers secours sont attendus. 300 personnes issues de la communauté marocaine habitent sur le secteur de Remiremont. Les familles sur place leur décrivent l'angoisse provoquée par le tremblement de terre. Le bilan pour l'heure est de près de 3000 morts. Ils sont toujours dans l'incertitude de regagner leur logement parce que, étant fissurés,
Ils ont déjà ressenti des répliques qui les a mis un peu en panique. Donc actuellement, ils dorment tous encore dehors près des maisons. Ils ont des places qui sont prévues. Même c'est une recommandation de ne pas dormir près des habitations. C'est la tante de mon mari. Elle a perdu, sa maison s'est effondrée. Fort heureusement, elle est encore en vie. Elle est un petit peu blessée, mais ça va. Par contre, elle a perdu tous ses voisins. Donc, toutes les maisons voisines se sont effondrées. Il y avait les habitants à l'intérieur. Donc, ils ont péri dans le sinistre. Du coup, là, elle se retrouve avec 2 petits-enfants, des orphelins. Au Val d'Ajol aussi, à l'usine de Buyer et en mairie, une collecte est organisée, rappelant les liens qu'entretient la commune avec les Marocains. C'est important, c'est primordial peut-être même, ces collectes, ces appels aux dons. Est-ce que la protection civile récupère notamment ces dons pour redistribuer? Est-ce que ça fait partie des missions? Est-ce que vous avez eu à le faire en tout cas? Non, c'était pas de notre côté. Pas de votre côté. Donc là, c'est vraiment une aide qui est différente. On voit que les personnes ont envie de se mobiliser. Alors, il faut peut-être juste les appeler à venir aussi à rejoindre les associations. Pascal, dans les Vosges, est-ce qu'il y a du monde au sein d'Électriciens sans frontières? Non, ça ne se passe pas comme ça pour nous. Si vous voulez, on a avec la Croix-Rouge française et Bioport à Lyon, on a déjà tout un stock qui est prêt, positionné pour la prochaine urgence. C'est malheureux à dire, mais voilà. On anticipe finalement. Donc, on fait appel à des partenaires, partenaires câbliers, des partenaires électriciens, des fabricants de groupes électrogènes et ainsi de suite, et qui nous font des dons qu'on stocke. Et c'est pour ça qu'à Mayotte, il y a un avion qui est parti avec un peu plus de 3 tonnes de matériel. Et là, on est tout de suite dans le cœur de l'action, c'est-à-dire le matériel arrive en même temps que nous, et c'est ça qui est intéressant. C'est anticiper en quelque sorte, finalement, et ne pas subir. On ne pourrait pas faire un appel aux dons dans l'électricité, c'est compliqué. Oui, Par c'est trop exemple, spécifique, il y a des grosses entreprises comme Schneider qui sont capables de nous mettre plus de 1000 kits solaires à disposition et dans le pays où on va, quoi. Donc, c'est quand même une stratégie qui est quand même rodée, quoi. Alors justement, il y a le côté urgence, catastrophe naturelle, mais que ce soit la protection civile d'ailleurs ou Électriciens sans frontières, il y a d'autres missions tout au long de l'année, bien évidemment. La vocation première, ou en tout cas une des plus importantes de votre côté, Pascal, c'est peut-être la lutte contre les inégalités, l'accès à l'électricité et à l'eau. C'est bien ça? Rappelez-nous un petit peu la vocation. Alors, Électriciens sans frontières, c'est 1200 bénévoles. Et on a 39 ans d'existence. On a 50 projets dans 45-50 pays les plus pauvres au monde, donc 50 projets par an. Et donc, c'est vraiment l'accès à l'énergie, eau et électricité. Voilà, ça, c'est les projets que chacun de nos bénévoles peut monter en relation avec des associations locales qui ont besoin de compétences en électricité. Et ça, c'est le premier pavé de notre association. La deuxième chose, c'est travailler en expertise pour Médecins du Monde, Médecins sans frontières, le Croissant musulman, la Croix-Rouge française. Voilà, c'est des gens pour lesquels on met à disposition une expertise. Et puis enfin, les missions d'urgence qui pour nous n'ont pas lieu d'être en France. Ça fait la deuxième qu'on fait en France à la demande express, et la première fois du gouvernement, la deuxième fois de Électricité de Mayotte, mais normalement, ce n'est pas le but de notre association. Par contre, quand on va à Haïti en 2010, on est arrivé en 2010, on est reparti en 2020. Quoi. On a eu 10 ans de présence en Haïti, 10 ans sans arrêter, et à la fin, on avait 500 écoles d'électrifiées. Récemment, les projets auxquels vous avez, vous, participé ou en cours peut-être? Voilà, moi en cours, j'ai 3 projets sur le Nigeria, un gros projet sur un hôpital où on est en train d'électrifier, de mettre une grosse centrale photovoltaïque, un autre projet sur un hôpital pour enfants à Abuja, toujours, et puis un 3e projet sur Port Harcourt, qui là, on a la remise en état d'une 20aine de bâtiments. Donc, il y a tout à faire. Voilà. L'électricité intérieure, extérieure, photovoltaïque, groupe électrogène, on a vraiment tout à construire. C'est des projets qui sont très longs à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a une grosse préparation entre le début du projet, ou la réflexion en tout cas du projet, et l'aboutissement Alors, pour la première tranche en tous les cas, on a commencé en 2022 de réfléchir. On a envoyé une équipe janvier 2024 et les travaux vont se faire en janvier 2026. Donc là, voilà, notre
comment je vais dire, calendrier notre calendrier ouais, est bloqué. On n'attend plus que la signature de la convention. Et puis, dès qu'on a la signature de la convention, on récupère tout le matériel. Il y en a quand même pour 500 000 € à peu près, donc ce n'est pas une petite affaire. Et puis là, on envoie, j'enverrai une dizaine de personnes pendant 3 semaines pour faire la première tranche. On ne se rend pas forcément compte de cette électricité qui manque dans encore beaucoup de lieux. Quand la population bénéficie enfin, j'imagine qu'il doit avoir un soulagement, peut-être qu'il ne savait pas ce que c'était le avant-après. Quel est un petit peu le regard que vous avez là-dessus? On a toujours un regard émerveillé parce que je me souviendrai toujours, c'est une anecdote que je raconte souvent, c'est ma première mission, c'était au Burkina Faso, et dans un petit village où déjà les enfants, ils n'avaient pas vu de blanc, alors on arrive à 3 Français, donc voilà, je suis désolé de dire noir-blanc, mais c'est comme ça. Et donc on est regardé avec beaucoup de recul. Et l'instituteur nous avait demandé de lui rapporter un vidéoprojecteur et de mettre l'électricité dans sa classe. Et donc, on fait toute l'installation et le jour même, il sort son ordinateur et il dit aux enfants, ce soir, on va faire cinéma. Alors, cinéma, les enfants, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un interrupteur seulement. Donc, voilà. Et donc, le soir, on voit tous les gens arriver avec leurs petites lampes et ils arrivent dans l'école et très vite, la classe est submergée par les enfants et les parents. Donc, on sort tout vite dehors, on projette Le Roi Lion. Et moi, quand j'en ai encore des frissons, c'est quelque chose de magique. On ne peut pas s'imaginer le bonheur qu'on procure à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est notre récompense. C'est aussi pour ça qu'on s'engage, certainement. Voilà. On y reviendra après sur l'engagement. Félicia, à côté des missions d'urgence à la protection civile, il y en a d'autres. Vous, dans les Vosges, quelles sont vos autres missions tout le reste de l'année ? Il y a le triathlon, il y a tout ce qui est course à pied, la Maja Armée. La fête des Jonquilles ? La fête des Jonquilles aussi, il y a tout. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur ces événements ? En fait, on est là pour veiller à ce qui se passe. Et s'il y a moindre soin à faire, on les prend en charge. Pour entrer à la protection civile, il faut des formations spécifiques ? Alors, il y a des formations. On passe le PSE1, PSE2, les premiers gestes. Et puis, de toute façon, pour partir en mission, il faut forcément être formé. Vous étiez notamment aux Jeux Olympiques de Paris. Alors, une ambiance complètement différente, bien évidemment, des missions humanitaires que nous avons abordées en première partie de cette émission. Mais dans ce cadre-là, quel était votre rôle ? On va voir des photos. Les Jeux Olympiques de Paris, ça reste quand même une expérience hors du commun, très certainement. Quand on le vit de l'intérieur, en tout cas, comment vous l'avez vécu, vous, en tant que bénévole pour la protection civile ? Moi, je l'ai très bien vécu. Ça a été une expérience exceptionnelle que j'en garde à vie, comment dire. Nous étions logés à Saint-Louis, à Paris. Donc, on était 400 personnes dedans, et donc de tous les départements un peu partout. Et effectivement, ça crée des liens parce que justement, il y a des personnes qu'on a rencontrées à Mayotte par la suite. Et donc, moi, j'ai pu être bien placée à chaque fois au niveau des épreuves. Et alors là aussi, c'est en secours, s'il y a besoin. Est-ce qu'il y a des missions spécifiques propres aux Jeux Olympiques notamment ? En fait, il y a plusieurs rôles. C'est-à-dire, on fait tour dans les enceintes. L'enceinte, voilà. Et donc, s'il y a moindre quelque chose, événement, on va sur place, on rend compte. Voilà. D'accord, donc plus en mission de secours et d'appui sécurité, en quelque sorte. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager l'un et l'autre dans ce bénévolat, dans ces missions, Pascal ? Ça fait 15 ans, hein, vous disiez, c'est ça ? Oui, ça fait 15 ans, oui. Ça faisait longtemps que je regardais, et puis mon métier m'interdisait de m'engager comme ça. Et puis, à un moment donné, la perte de mon épouse, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'agisse autrement. Et donc, alors très vite, moi je suis arrivé à Électriciens sans frontières, on m'a mis le grappin dessus et je me suis retrouvé au bureau régional. J'avais encore pas signé, j'avais pas payé ma cotisation encore, que j'étais déjà en réunion à Paris. Alors, j'ai pas eu le temps vraiment. Je me suis retrouvé dans le bain complet et ça voulait dire aussi qu'il y avait 70 personnes pour ma part qui comptaient sur moi et qui attendaient que je fournisse ce dont on me demandait de faire, quoi. Voilà. Tout de suite des responsabilités. Vous n'avez pas eu le temps de réaliser finalement que vous étiez là.
Mais pourquoi électricien sans frontières alors? Il y en avait plein d'autres. Parce que ça faisait partie du panel de mes compétences quand même. Je ne suis pas allé électricien sans frontières par hasard. Voilà, j'ai travaillé longtemps pour un énergéticien et c'était l'occasion de mettre en valeur les compétences que j'avais acquises tout au long de ces années, emmagasinées tout le long de ma carrière. Quoi. Donc tous les bénévoles d'Électriciens sans frontières ont ces compétences? Non, pas forcément, il n'y a pas de prérequis. Justement, je dirais, si vous voulez nous rejoindre, on cherche des gens qui savent taper un rapport, des comptables, des gens qui peuvent nous faire des soirées pour ramener aussi un peu d'argent. Enfin, on cherche toutes sortes de gens qui puissent faire de l'animation, qui puissent faire de la formation, qui puissent... Enfin, voilà. Qui ont envie de s'engager, tout simplement. Qui ont envie de s'engager, tout à fait. Comment vit, ou en tout cas, c'est donc uniquement des bénévoles au sein de Électriciens sans frontières. C'est des subventions, c'est des dons. Comment ça fonctionne? Alors, on s'est quand même pas mal spécialisé ces dernières années et on est reconnu d'utilité publique depuis une dizaine d'années. Et donc, le gouvernement vient nous chercher très régulièrement quand il y a des catastrophes. Et on a amené derrière nous tout un panel de partenaires, de fabricants notamment, qui se sont trouvés vraiment très intéressants en cas d'urgence, quoi, hein, parce qu'on pouvait compter sur eux, sur du matériel qui était là, qui était prêt pour rendre service, quoi. Donc c'est quelque chose de plutôt fort aujourd'hui, quoi. Félicia, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager, de rejoindre la protection civile particulièrement? Moi, c'est quand j'ai secouru pour ma mère, quand elle a eu des problèmes de santé. Et je me suis dit, je suis faite pour ça, et donc je me suis engagée à la protection civile. Et c'est pour ça aussi que je fais des études pour être aide-soignante prochainement. C'est le côté humain. Voilà, j'aime bien aider mon prochain. Et voilà. Vous avez ce besoin finalement de se rendre utile, entre guillemets, ou en tout cas d'apporter son aide parce qu'il en avait besoin. On en cherche toujours des bénévoles. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Hein, donc il suffit juste de contacter ou quand on fait des manifestations à venir. Et voilà, on est ouvert. En quoi le bénévolat a changé votre façon de voir les choses, peut-être, Pascal? Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que vous êtes engagé bénévolement, vous voyez les choses différemment? Je ne dirais pas que je vois les choses différemment, mais je les vois sous un autre angle peut-être. Je me dis quand même que l'homme est le pire ennemi de l'homme et qu'on a face à nous des gens qui sont complètement démunis. Et à mon grand étonnement, je connaissais La Réunion pour avoir été faire des marches là-bas. Je ne connaissais pas Mayotte. Mais quand je suis arrivé à Mayotte, j'avais l'impression d'être en Afrique quand même. Je n'avais pas l'impression d'être en France. Et je me dis que ces pauvres gens, on n'a pas fait grand-chose pour eux. Voilà. Félicia, de votre côté, est-ce que ça a changé votre manière de voir les choses, de vivre votre vie au quotidien, cet engagement bénévole? Ça m'a donné plus de confiance, on va dire. Même si j'en ai déjà, mais en tout cas, pour l'île de la Réunion, je suis partie là-bas et donc c'était surtout pour faire du tronçonnage. Donc j'ai le permis, donc justement, je fais tout, je suis multitâche. Ça donne des compétences finalement supplémentaires. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à franchir le pas, qui aurait envie de s'engager, mais qui est encore un petit peu réticent, que ce soit Électriciens sans frontières, Protection civile ou tout autre organisme, bien évidemment, de bénévolat? Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes qui nous regardent? C'est une richesse, mais moi j'irais même plus loin, je dirais à tous les gens qui ont des enfants, qui se plaignent toujours, amenez vos enfants en voyage solidaire ou amenez vos enfants dans des pays où on n'a pas le niveau de confort qu'on a aujourd'hui. On s'est battu à Mayotte pour avoir de l'eau. Il y a des jours où on a eu du mal à... je ne sais pas chez vous, mais nous on a fait la queue dans les magasins pour chercher de l'eau, ne serait-ce que ça. On se dit, ça devient très compliqué dès qu'il arrive quelque chose qui n'est pas prévu, quoi. Justement, à Mayotte, on a donné des cours aussi de premiers gestes de secours pour qu'ils sachent, les gamins, justement. Aux enfants, ça venait de réouvrir l'école, donc voilà.
Ça aussi, ça fait partie C'était quelque chose. Qu'est-ce que vous dites à la personne qui nous regarde et qui hésite à se lancer, Félicia? Eh ben, venez, n'hésitez pas, rentrez chez nous, bienvenue. Bon, écoutez, on espère en tout cas que le message sera passé, que ça donnera peut-être envie à certains de rejoindre les organismes d'aide. Merci beaucoup d'être venus sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Rouge Télé. À bientôt. Merci.